Hello la team, bienvenue sur ma page Phénomènes physiques et applications. Moi c'est Guy Tamou, je suis chercheur en France dans le domaine de la physique. Dans cette vidéo, je vous présente le thème intitulé Les équations de Maxwell dans le vide et les significations physiques. Avant de commencer cette vidéo, je vous présente une petite bibliographie de Maxwell, qui est l'un des pionniers de l'électromagnétisme. En fait, Maxwell a fait ses travaux partant de la mathématique, puis dans la thermodynamique statistique, et s'est appesanti particulièrement sur l'électromagnétisme. Donc, je vais commencer cette vidéo par quelques définitions. La première définition est celle de la charge microscopique ou charge élémentaire, qui permet de décrire un système à l'échelle atomique. Donc, la charge élémentaire est généralement définie comme étant égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Par contre, pour décrire un système macroscopique, c'est-à-dire un système constitué d'un grand nombre de charges élémentaires, nous sommes invités à définir la densité volumique de charge, notée ici ρ, et connaissant cette densité volumique de charge, on définit la charge totale de notre système comme étant la triple intégrale sur le volume de la densité volumique de charge multiplié par l'élément de volume que l'on note ici, généralement d cube V, d cube R, pardon, où R est le rayon vecteur. Donc dans ce cas, on considère que notre système est sphérique et est constitué d'un rayon vecteur R. Donc cette charge totale de notre système s'exprime comme la somme discrète la somme discrète des charges élémentaires de notre système contenues dans le volume V. Donc réciproquement, on exprime la densité volumique de charge comme étant égale à 1 sur le volume multiplié par la somme discrète des charges élémentaires de notre système contenues dans le volume V. Donc, par la suite, je vais définir le courant qui traverse une surface S. Donc, connaissant la densité de courant J, le courant I s'exprime comme la double intégrale de la densité de courant J multiplié par l'élément de surface ds. Donc, la deuxième définition est celle de la densité de courant. Donc, connaissant la densité volumique de charge ρ et la vitesse à laquelle se déplace cette densité volumique de charge, la densité de courant J s'exprime comme la densité volumique de charge ρ multipliée par la vitesse V. Donc, la troisième définition découle de la deuxième définition. Donc, en remplaçant la densité volumique de charge ρ par 1 divisé par le volume, multiplié par la somme discrète des charges qui sont contenues dans notre volume, on obtient notre densité de courant qui s'exprime par 1 sur V multiplié par la somme discrète des charges contenues dans le volume multiplié par la vitesse de chaque charge ponctuelle. Donc avant de continuer cette vidéo, il est important d'énoncer quelques théorèmes. Le premier théorème, c'est le théorème d'Ostrogowski. Donc là, si je considère un volume V défini par une surface fermée, S qui l'entoure, et un champ de vecteur A, donc là j'ai un élément de surface ds, j'ai ma surface notée sigma, j'ai mon volume V et je peux prendre un élément de volume dV de ce volume V. Donc le théorème de Stokowski dit que double intégrale de A multiplié par ds est égal à triple intégrale de la divergence de A multiplié par dV. Donc le second théorème, c'est le théorème de Stokes. Dans ce cas, si je considère un contour fermé C et un champ de vecteur A, si je considère sur mon schéma à droite un élément de surface ds et un élément de longueur sur mon contour fermé dl et ma surface notée sigma, j'ai l'intégrale simple de A multiplié par dl égale à la double intégrale du rotationnel de A multiplié par ds. Donc après avoir énoncé les deux théorèmes, je vais passer au postulat de Lorentz. En fait, le postulat de Lorentz met en relation le champ électrique E et le champ magnétique B. Donc, si je considère dans un référentiel galiléen une charge Q animée d'une vitesse V, cette charge est soumise à une force qui est définie par Fl est égale à Q facteur de E plus V vectoriel B. Donc, après avoir défini le postulat de Lorentz, je vais débuter avec la première équation de Maxwell
qui est appelée équation de Maxwell-Gauss. Donc, cette équation s'exprime comme divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. Epsilon 0 ici étant égal à la permittivité électrique du vide. Donc, en multipliant à gauche et à droite cette équation par la triple intégrale multipliée par dv, en utilisant le théorème d'Ostrogowski également, à gauche, on va obtenir la double intégrale de E multipliée par ds, et à droite, étant donné que la triple intégrale sur le volume V de ρ multiplié par d taux étant l'élément de volume pris dans le volume V, ça nous donne la charge Q comme défini à l'introduction. Donc on reçoit avec une équation double intégrale de E multiplié par ds est égal à grand Q, la charge totale de notre système, divisé par epsilon 0. La signification physique de cette équation de Maxwell montre que les charges électriques sont à l'origine du champ électrique. La prochaine équation de Maxwell, c'est l'équation de Maxwell flux magnétique. Donc elle s'exprime comme la divergence de B égale 0. Donc si je multiplie cette équation à gauche et à droite par la triple intégrale multipliée par dv, en utilisant le théorème d'Ostrogowski, je vais obtenir la double intégrale sur la surface de B multiplié par ds. Et à droite, comme j'ai 0, la triple intégrale de 0 dv me donne 0. Donc cette équation montre qu'il n'existe pas de charge magnétique. La prochaine équation de Maxwell, c'est l'équation de Maxwell-Ampère. Donc elle s'exprime comme rotationnelle de B est égal à mu0j plus mu0 epsilon 0 différentiel partiel de E différentiel partiel de T. Donc mu0 ici c'est la perméabilité magnétique du vide. Donc en multipliant cette équation à gauche par double intégrale fois ds, j'ai double intégrale du rotationnel de B ds qui me donne l'intégrale simple de B multiplié par dl en utilisant le théorème de Stokes. Et étant donné que double intégrale de JDS me donne le courant I, comme montré en définition, la double intégrale de JDS doit être remplacée par I, donc je vais avoir mu0J plus mu0 epsilon 0, double intégrale de différentiel partiel de E sur différentiel partiel de T multiplié par DS. Donc, à ce niveau-ci, si on se situe dans un régime stationnaire, c'est-à-dire la différentielle partielle de E par rapport au temps égale 0, on a juste intégrale de B multiplié par D, elle me donne mu0J. Et cette partie doit être, dans ce cas, l'équation ou le théorème d'Ampère de la magnétostatique. Donc, la deuxième partie de cette équation, mu0 epsilon 0, différentiel partiel de B, différentiel partiel du temps, en double intégrale de surface multiplié par ds est appelé courant de déplacement. Donc, la signification de cette équation montre que le courant électrique est à l'origine du champ magnétique. Donc, on remarque également que la variation du champ électrique, c'est-à-dire la variation du champ électrique, c'est-à-dire la dérivée du champ électrique par rapport au temps, crée à son tour un champ magnétique. La prochaine équation de Maxwell, c'est l'équation de Maxwell-Faraday qui s'exprime comme rotationnelle de E est égale à moins la différentielle partielle de B sur la différentielle partielle du temps. Donc, en multipliant cette équation membre en membre par la double intégrale multipliée par l'élément de surface et en utilisant le théorème de Stokes, on va avoir à gauche l'intégrale simple de E multipliée par dl est égale à moins la différentielle totale de phi sur la différentielle totale de t. Donc dans ce cas, on définit un champ électromoteur phi qui est égal à la double intégrale sur la surface sigma de B multiplié par ds. Donc cette équation a pour sens physique le fait que l'induction du champ magnétique crée un champ électrique. Donc ici, on met en évidence le phénomène d'induction. Donc, le champ magnétique variable, représenté ici à droite par différentiel partiel de B par rapport au temps, va créer notre champ électrique ici à gauche. Donc, un cas particulier des équations de Maxwell, c'est les équations de Maxwell en régime permanent ou stationnaire, c'est-à-dire toutes les différentiels par rapport au temps nous donnent 0. Donc, on va regrouper les équations de Maxwell en deux blocs, les équations de l'électrostatique. Donc, dans ce cas, on a la relation entre le champ et la source, c'est la charge.
Donc, divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0 en multipliant membre par membre par l'intégrale de volume, triple intégrale sur le volume multiplié par d taux. On ressort en utilisant le théorème de Stokasky par double intégrale de E multiplié par ds qui donne 1 sur epsilon 0 triple intégrale de ρ d taux. Et cette partie peut être remplacée par grand Q. Donc là, on ressort avec le théorème de Gauss. Donc, l'équation rotationnelle de E est égale à moins différentiel partiel de B sur différentiel partiel par rapport au temps, sachant que nous sommes en régime permanent, donc différentiel partiel de B par rapport au temps donne 0. On ressort donc avec rotationnelle de E qui donne 0. Donc en multipliant membre par membre par la double intégrale sur l'élément de surface, ça nous donne l'intégrale sur la courbe de E multiplié par dl en utilisant le théorème de Stokes. Donc en prenant cette équation divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. Si notre champ électrique dérive d'un potentiel scalaire noté V, on sait que on doit écrire E est égal à moins gradient de V. Et divergence de E devient divergence de moins gradient de V. Et divergence de gradient de V donne le Laplacien de V. Et la première équation devient donc Laplacien de V plus ρ sur epsilon 0 est égal à 0. Donc, et on retrouve donc là l'équation de Poisson. Donc, le deuxième bloc des équations de Maxwell sont les équations de la magnétostatique. Donc, ici, on met en relation le champ et la source, c'est le courant. Donc, rotationnel de B est égal à mu 0J. Si j'intègre par double intégrale ds, en utilisant le théorème de Stokes, je ressors avec intégrale sur la courbe fermée de B multiplié par dl qui me donne mu 0 double intégrale de JDS et double intégrale de JDS, comme montré dans les définitions, me donne I. Et là, on obtient le théorème d'Ampère, sachant que la différentielle partielle de E sur différentielle partielle du temps donne 0. Donc, en considérant une autre équation, divergence de B égale au vecteur nul, si je multiplie à gauche par la triple intégrale multipliée par l'élément de volume des taux, en utilisant le théorème de Stokasky, ça me donne double intégrale de BDS qui me donne 0. Donc, on a notre flux non conservatif. Donc, sachant que divergence de B égale 0, ça veut dire B dérive d'un potentiel vecteur. Et le potentiel vecteur A, dont B dérive, est tel que B est égal à rotationnel de A. Donc, en multipliant cette équation par rotationnel de part et d'autre, j'ai rotationnel de B est égal à rotationnel de A. Et je sais que le rotationnel du rotationnel de A, c'est le gradient de la divergence de A moins le Laplacien de A. Et sachant que la divergence de A donne le vecteur nul, je ressors avec le Laplacien du potentiel vecteur A plus mu 0J donne 0. Donc cette équation peut être résolue et me permet de ressortir avec le potentiel vecteur dont dérive mon champ magnétique B. Donc en dernière partie, j'ai fait un récapitulatif entre les équations de l'électrostatique précédemment détaillées et les équations de la magnétostatique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire le thème que vous aimeriez que je détaille ou que j'explique dans la prochaine vidéo. Ciao!